Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Liliane. Bonjour à toi. Comment ça va? Salut Géraldine, je vais très bien, merci toi. Ça va trop bien, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Cette saison, on parle de fail d'entrepreneur parce que on se rend compte qu'on voit souvent le côté très reluisant de l'entrepreneuriat, de c'est génial, la liberté, tout ça, et c'est chouette, et c'est vrai que ça existe aussi. Mais il y a une autre partie, peut-être un peu moins reluisante et qu'on voit moins sur les réseaux, qui est le fait de se prendre les pieds dans le tapis, d'essayer des trucs et de pas vraiment les réussir, on va dire ça comme ça. De faire des erreurs. Et donc, le but de cette saison de Tuba, c'est de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs et de pouvoir entendre en fait vos histoires, ton histoire de fail, pour que on puisse aussi faire un peu redescendre la pression auprès des entrepreneurs en se disant que finalement c'est normal et c'est peut-être même pas si grave que ça. Absolument, absolument. Tu as totalement raison de venir avec ce sujet-là. Je pense que ça ne peut qu'enrichir et faire du bien au monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est tout On à voit fait le toutes les but. faces. C'est ça, c'est ça. Comme ça, au moins, il n'y a rien de caché. Donc, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de coach en stratégie marketing. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Avec plaisir. Alors effectivement, je travaille dans le monde du marketing depuis bientôt une vingtaine d'années et ça fait 10 ans que j'accompagne en fait des entrepreneuses dans leurs activités marketing. Et le but, en fait, c'est qu'elles puissent construire un marketing que moi, j'appelle sincère et puissant. Et l'idée, c'est que elles puissent construire un marketing qui s'appuie sur leurs valeurs, sur leur authenticité, sur leur manière d'être, et pas uniquement sur des recettes et des templates et des stratégies qu'elles pourraient dupliquer. Donc, je les aide en fait à mettre en lumière qui elles sont, la manière dont elles veulent travailler, ce qu'elles souhaitent apporter. Et uniquement une fois qu'on a ça, on peut construire en fait le système marketing qui ira autour de ça Mmh. et qui pourra les aider à grandir. C'est ce que j'ai gentiment appelé le growth ethic. OK, donc c'est compatible en fait ces 2 mots-là, parce que quand on dit marketing, toi tu parles de sincérité et objectivement, c'est pas le premier mot que j'aurais mis à côté de marketing personnellement. Donc je trouve ça hyper intéressant, Absolument. tu vois, comme approche parce que puissant, pourquoi pas, mais tu vois, quand je pense à marketing, moi vraiment la sincérité, c'est pas forcément ce qui vient en premier à côté, quoi. Ouais, je sais. Malheureusement, on joue avec les idées reçues qu'on a pu voir sur Ouais. ces nombreuses dernières années. Et clairement, pour en faire depuis un certain temps, je peux dire maintenant que oui, c'est possible. C'est C'est possible. possible de faire du marketing en étant authentique. C'est possible de faire du marketing sans mentir et sans manipuler. Et attention, j'irai même plus loin. C'est possible d'aimer faire du marketing parce que ça correspond justement à qui on est. Ouais. Eh ben, c'est top, c'est une très bonne nouvelle. Tu as parlé d'éthique aussi, je pense qu'on reviendra là-dessus, mais c'est vrai que je pense que c'est important de savoir aussi qu'il y a d'autres manières de faire dans le marketing, et je pense que ça existe dans plein d'autres typologies d'ailleurs de métiers, hein. Mais comme quoi, quand c'est pas inné ou spontané au départ de mettre marketing à côté de ces mots-là, bah, finalement, c'est quand même possible. Donc, c'est très chouette de savoir que ça existe et merci Absolument. de rendre ça possible. Absolument. Et c'est vrai qu'on joue contre, comme je te disais, beaucoup d'idées reçues. C'est comme ces termes, comme design, qui sont presque un peu galvaudés Mmh. et sur lesquels on a des références, malheureusement, qui ont un peu gâché la définition du terme. Mais même si on connaît la définition du marketing derrière, bah oui, c'est possible de le faire aussi autrement qu'en promettant que ça va laver plus blanc que blanc. Absolument. Tu disais que tu fais ça depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu es arrivée à vouloir justement faire du marketing, sincère, éthique, et qui ressemble à la personne qui le fait? Alors, j'ai toujours travaillé dans le monde du marketing, hein. Dès que j'ai terminé mes études, je me suis très rapidement retrouvée dans le monde bancaire et dans le monde de la finance Mmh. et dans le monde des startups aussi.
Et c'était extrêmement intéressant. J'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la compréhension du consommateur et peut-être aussi parfois aller jusqu'à certaines de ses limites. Mais je me suis retrouvée dans des entreprises qui avaient justement comme challenge la croissance et comme moteur le marketing pour grandir. OK. Et c'est forcément un aspect que j'ai beaucoup apprécié par mon expérience. Et quand je me suis retrouvée à mon compte, j'ai beaucoup accompagné ce que je fais encore aujourd'hui, d'ailleurs en partie de mon activité, des petites entreprises à pouvoir utiliser le marketing parce que non, ce n'est pas non plus que pour des multinationales et des grosses boîtes. Mmh. Donc ça, c'était un des premiers axes. Et le deuxième axe, en fait, c'est que je me rendais compte que l'image du marketing, en fait, était tellement liée à ces idées de manipulation, de frustration, de négativité, Mmh. que je voulais absolument pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse. Et j'ai toujours voulu pouvoir montrer que c'était possible de le faire de manière authentique et de manière alignée, en Ouais. fait, avec qui on est. Et c'est vrai que à l'époque, je m'étais beaucoup formée à la théorie du Golden Circle de Simon Sinek, Mmh. entre autres. Et ce genre d'étapes m'ont beaucoup renforcé de me dire, bah, c'est possible, en fait, c'est possible de le faire et de pouvoir accompagner des personnes qui veulent aller dans cette démarche-là. Et en plus de me rendre compte que quand tu es aligné par rapport à ça, c'est beaucoup plus facile de le faire. Mmh. Ça vient beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus facile de tenir sur la longueur, Mmh, c'est tout à beaucoup plus fait. facile d'avoir des résultats, et Mmh. c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients qui sont alignés avec toi Ouais, aussi aussi. Ça et d'avoir attire les du bons plaisir dans clients, ce en que tu fait, fais. ouais, tout à fait. Exactement. Mmh. Donc c'est tout bénef. C'est chouette. Exact. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette saison, je me rends compte, en discutant et en préparant les épisodes que finalement la notion d'échec, de fail, elle est extrêmement subjective et qu'on va pas tous mettre le curseur au même endroit. Donc avant de vraiment rentrer dans le détail d'un de tes fails de manière très pragmatique, et pour faire un teasing de l'espace, n'est-ce pas? J'aimerais bien que tu me dises quelle est pour toi la définition d'un fail? Pour moi, je dirais qu'un fail, c'est un décalage. C'est un OK. décalage, en fait, entre ce qu'on fait et ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on croit qu'on devrait faire. Et quand le curseur, en fait, n'est pas aligné par rapport à ça, on se retrouve justement dans une situation désagréable, Mmh. pour différentes raisons. Et c'est ce que j'associe, en fait, à un fail. Et la définition, à contrario du succès, bah, c'est quand on a cet alignement-là et Oui. que quand ce qu'on fait correspond exactement à ce qu'on souhaite faire, à l'endroit où on veut aller, Mmh. on se retrouve face à un succès. Et dans l'autre sens, bah, quand on a ce désalignement, eh ben, on se retrouve face à un fail. Et puis ce désalignement-là, il peut prendre des formes aussi qui sont différentes. Il peut être autant sur le point de vue privé que perso. OK. Mais en fait, c'est ce désalignement, ce décalage, qui pour moi est la définition d'un fail. OK. Je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que décalage, déjà, c'est assez visuel et j'aime bien quand c'est visuel. Parce qu'on comprend qu'il y a une cassure, en fait, à un endroit et qu'il y a un truc qui n'est en effet pas, linéaire. Et tu disais, c'est décalage entre ce qu'on fait, ce qu'on aimerait et quelque part ce qu'on obtient. Quand tu abordes, toi, les choses dans l'entrepreneuriat en particulier, c'est toujours très clair ce que tu fais, ce que tu aimerais? Ou il y a des fois où finalement c'est un peu flou et c'est après coup tu te dis: «Ah, c'était flou et peut-être que c'est pour ça que ça a pas si bien marché»? C'est arrivé clairement, le fait d'en être consciente Ouais. ne fait pas que je suis protégée de C'est ça, tomber aussi dans le piège. c'est ça. On a beau le savoir, ce n'est pas une immunité malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais Exactement, ouais. exactement. Ça m'est arrivé, c'est vrai que maintenant, avec le temps, je mets aussi des garde-fous. Et je me permets à certains moments justement de pouvoir prendre du recul, de me poser justement certaines questions pour être sûre que j'ai toujours cet alignement. Et à force de faire l'exercice, ça devient de plus en plus naturel, Ouais. alors qu'au début c'est un peu mécanique. Mais j'ai eu quand même le besoin de pouvoir mettre ces garde-fous pour pouvoir me dire là, il y a un décalage. Et c'est clair que je l'ai vécu. Et puis, et finalement, heureusement, à quelque part, hein, l'être humain étant ce qu'il est, je trouve que c'est finalement aussi une bonne chose. On évolue, on change au jour le jour. Sinon, la vie serait très ennuyeuse. Et c'est vrai qu'à certains moments, ben, cet alignement-là, il se fait plus. Et ça m'est arrivé.
pour des petites choses comme des plus grandes choses ou des choses professionnelles comme des choses privées, de me dire, ah, là, il y a un souci, là. Et quand il y a un souci, je fais arrêt sur image. Je dis, OK, stop. Freeze, stop, on arrête J'aimerais tout. bien être, euh, Ouais, j'aimerais bien être Piper dans Charmed. Passe, hop, on c'est stop ça. là, et Il se puis passe plus je rien. sors un petit peu de la situation, et puis et je l'analyse. Et je me dis, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai raté quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que ça a bugué? Mmh. Et puis dès que j'en suis consciente, après, je fais retour en arrière, et Et puis, on se remet je dedans. rectifie. Ouais, OK. OK. Et dans ce que tu dis, il y a aussi la notion de, tu dis au départ c'est mécanique et on le fait, sans enfin, oui, de manière, processée quelque part, et après ça devient de Exact. plus en plus, naturel et peut-être plus intuitif aussi dans ce que j'entends, dans ce que tu dis. Oui, Et donc je trouve ça intéressant cette notion de répétition et de se dire que finalement c'est la répétition qui va rendre la chose intuitive et qui va te rendre peut-être plus sensible aussi, à, «Attention, il y a un truc, il y a un décalage qui est en train de se créer là maintenant». Donc non seulement potentiellement tu le vois plus tôt, mais tu es aussi plus alerte en fait sur, des décalages éventuels, qui pourraient arriver justement parce que tu en as eu, plusieurs et que, ça a augmenté ta sensibilité sur le sujet. absolument, absolument. Ça, c'est vraiment le sujet aussi des habitudes et des routines, hein, comme diraient certains. Ouais. Eh bien, je trouve que sans tomber dans les, je dois me lever à 4 heures du matin pour faire toute la liste de ce que je dois faire avant 7 heures. Je sais qu'il y a certains à qui ça convient, d'autres moins. Mmh. Mais je trouve qu'il y a aussi des cycles de routine, en fait, que c'est intéressant d'avoir, Ouais. et de pouvoir les déclencher au moment où elles sont utiles, et pas forcément parce qu'il faut manger tous les jours à 11h40, mais parce que on sent qu'on est dans un moment où on pourrait avoir besoin de cette routine. Mmh. On sait qu'elle existe, on sait où aller la chercher, et on sait comment la déclencher. Ouais, tout à fait. Ça me fait un peu penser à des routines de secours, en fait, des protocoles, en Exactement. quelque sorte, de se dire: «Attention, là, il y a une alerte, il est en train Absolument. de se passer un truc», comme sur une machine, et qu'est-ce qu'on ferait sur la machine pour que ça n'aille pas à la casse? Bah, c'est un peu le même mode de fonctionnement quelque part, que tu es en train d'évoquer, mais avec toi et ton cerveau, en Tout fait. à fait. OK, Absolument. OK, Absolument. Parce qu'il faut savoir qu'entre notre cœur et notre tête, ben, il y a aussi des choses différentes parfois qui se passent. c'est ça, Et parfois, on doit surtout se battre contre nous-mêmes. c'est ça et ça va pas toujours dans le même sens non plus, donc c'est intéressant d'avoir ces alertes et donc ces protocoles aussi, éventuellement. Absolument. Merci beaucoup pour cette définition. Maintenant qu'on sait ce que c'est pour toi un fail, est-ce que, tu peux nous expliquer le fail que tu voulais nous partager justement? Oui, alors j'en ai eu plusieurs, hein, donc je vais Oui, faire un peu alors de le tri, ou les en même mais temps, allons-y. mais c'est vrai qu'il y en a un, je trouvais qu'il pouvait peut-être être révélateur, aussi pour ton audience, et que il m'est arrivé il y a 3 ans. J'ai accepté un gros mandat dans le monde de l'infopreneuriat, excuse-moi, avec succès, visibilité au rendez-vous, la totale. Mmh. Et je me suis dit, c'est bon, go, c'est ce qu'il me faut pour grandir. Alors, je te dirais que ma routine et mon analyse là sont allées assez vite. Je me suis dit, attention, c'est une opportunité qu'il ne faut pas refuser. On y va. Même s'il y avait peut-être quelques alertes au fin fond, mais je les écoutais pas trop. Il ne faut pas. Euh, et voilà, C'est exactement, ça. erreur numéro 1. Et puis j'y suis allée. Et puis en plus, comme je suis une passionnée dans tout ce que je fais, j'y suis allée à fond. À fond. Vraiment, en me disant c'est bon, c'est l'opportunité que j'attendais. Départ, on y va, ça va cartonner. C'est exactement ce qu'il me faut. Oui, il y a peut-être ces 1 ou 2 points qui peuvent être un peu dérangeants, mais c'est pas Ça grave. m'arrange pas trop d'y penser là, donc on va bien les laisser de côté pour l'instant, merci. Voilà, je saurai les gérer le moment venu. Pour l'instant, j'y vais full gaz. OK. Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée full gaz. Résultat des courses, je me rends compte au fur et à mesure que j'avance que les 2, 3 petites choses qui étaient un peu sur le côté là, en fait, Mmh. elles étaient un peu plus importantes que ce que j'avais estimé au début. Et en OK. fait, concrètement, les méthodes de la personne avec laquelle je travaillais, elles étaient extrêmement éloignées de mes valeurs. OK. Et je m'étais dit que je réussirais à gérer ça, et que c'était entre guillemets un moindre mal. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça revient au sujet dont on parlait tout à l'heure. Bah, quand on n'est pas aligné sur certaines choses essentielles, on peut faire ce qu'on veut, ça revient toujours sur l'avant de la scène. Et Ouais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais et pas cette alignée personne avec mes valeurs. ouais, c'est ça.
Cette personne, du coup, c'était ton client ou c'est quelqu'un avec qui tu travaillais pour ce client-là? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était à ton niveau, entre guillemets, ou c'était un client que tu délivrais? C'était un client que je délivrais. Ok. Ok. Donc tu te rends compte que, en effet, au niveau méthode, valeur, finalement, déjà tu te rends compte que les deux, trois petits cailloux qui paraissaient très loin quand tu avances sur la route, c'est vraiment une question de perspective, hein. Mais quand tu avances sur la route, ils deviennent beaucoup plus gros, voire très envahissants sur la route, euh, Absolument. pour rester dans des choses très visuelles. Et qu'en effet, niveau valeur avec le client, finalement, il y a des choses où ça colle pas des masses. Absolument. Et surtout quand tu te retrouves dans le monde du marketing et que tu travailles justement avec un client à essayer de mettre en avant justement son activité et à communiquer dans ce sens-là, Ouais, tu te rends compte que quand tu vois ce qui se passe dans l'arrière-boutique et puis que l'arrière-boutique, en fait, elle correspond pas trop à ta manière de penser les choses, c'est de plus en plus difficile pour toi de travailler à mettre en avant cette personne, ouais, sa promesse, parce qu'en fait tu sais ce qui se passe vraiment et tu te rends compte que c'est pas du tout dans ce sens-là que t'aimerais aller. Alors au début tu voyais le succès, tu vois la visibilité, et puis après tu vois que tu as fait un pas de côté, tu vois que le projet il sort quand même de ton scope habituel, tu vois que ça te pompe toute ton énergie, tu commences à faire des choses que tu ne devrais normalement pas faire, ou en tout cas qui n'étaient pas décidées dans ton mandat de base. Moi, je fais du marketing, tout d'un coup, tu fais de la trad, tu commences à faire plein d'autres choses parce que tu as envie que ça fonctionne et t'es encore à fond dedans. Mais en fait, au fond, ça te pompe surtout beaucoup d'énergie. Et le pire dans tout ça, c'est que tu travailles en parallèle avec d'autres clients et eux sont plus alignés avec tes valeurs, ouais, mais que comme tu t'es mis à corps perdu dans ce projet-là, bah, tu dédies moins de temps à tes clients de cœur. ouais. Et c'est un peu double peine, comme on dirait, parce que ça veut vraiment dire que tu t'es donné dans quelque chose en te disant je vais avoir un retour qui va me permettre aussi de grandir et puis je vais apprendre et puis ça va être super. Puis c'est une personne tellement connue et autres. Et puis en fait, tu te dis, mais en fait, non. Et là, il y a le moment Piper. Tac. Mm. Yes, Freeze. c'est ça. Ok. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ok, je vais juste revenir avant sur le moment prise de recul. Quand tu dis il y a un décalage, on est sur un décalage finalement entre ce qu'ils te demandent de faire et de montrer en termes de marketing et de communication, c'est-à-dire de rendre la mariée peut-être plus belle que ce qu'elle est, et toi tu vois la réalité et tu te Ouais, dis c'est pas possible. Ouais, c'est ça, on est là-dessus. Ok, exactement. ok, Et là, je me dis, c'est pas possible. Je vois la manière dont il souhaite aussi qu'on le mette lui en avant. ouais, Et je vois aussi la promesse qu'il souhaite qu'on puisse faire transparaître dans son marketing. Et puis voilà la réalité. Et puis pour moi, par rapport à mes valeurs, c'est beaucoup trop décalé. Moi, je te parlais au début de marketing authentique et autres. Et là, j'en suis mais ouais. très loin. Mm. J'en suis très, très, très loin. Alors oui, il y a de l'exposition parce que, bah voilà, ça reste une image qui reste très, malgré tout, très positive, très brillante. Mm. Mais ce qui se passe dans l'arrière-boutique, moi, ça me convient pas, quoi. Ouais, ok. Donc c'est toi que ça tord finalement. Euh, Ouais, et le fait que ça te torde, tu parles de perte d'énergie, potentiellement, ben, c'est plus compliqué même avec les clients de cœur parce que d'un côté, tu bosses avec les clients de cœur en disant ça pourrait se passer comme ça, mais de l'autre côté, ça te renvoie le fait que ça se passe absolument pas comme ça avec ce client-là. Donc quelque part, ça fait un absolument. miroir aussi, et dans ces moments-là, bah, c'est une prise de conscience, mais les prises de conscience, c'est pas toujours que confortable. Donc quelque part, ça exacerbe le fait que c'est pas ça que tu veux, et pour autant, c'est quand même ce que tu es en train de vivre et que tu as accepté aussi parce que visibilité, parce que tu te dis que c'est bon pour toi, mais que finalement, bah, peut-être pas tant que ça, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et puis c'est surtout que tu es vraiment drivé par aussi ces moments que tu as dans la vie d'entrepreneur où tu te dis, OK, là, il faut que je délivre, j'ai des objectifs à atteindre. Mm. Mes objectifs, c'est quoi? Mes objectifs, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la visibilité, c'est, OK, ce mandat, il coche toutes les cases. Mm. Mais c'est là que tu te rends compte que les cases que tu as mises, en fait, elles sont peut-être pas toujours les bonnes. Ouais. Et c'est après ce type d'expérience-là que tu te dis, OK, ma grille, en fait, d'analyse du début, il faut que je la revoie. En fait, il faut que je Ok. rajoute peut-être quelques cases.
J'adore. Avant d'arriver à la grille d'analyse, du coup, tu nous dis qu'à un moment, tu arrives sur ce moment de c'est bon, on gèle tout, on essaye de prendre du recul. Donc, tu te rends compte dans le cheminement qu'il y a un truc qui va pas, que c'est décalé. Comment tu fais cette prise de recul et enfin, qu'est-ce que tu analyses en fait à ce moment-là? Alors en fait, le moment où je gèle un petit peu le tout, c'est que je vais commencer à analyser les choses au-delà de l'exposition, le chiffre d'affaires, le nombre d'heures, enfin voilà, OK. qui étaient les critères de base en fait que j'avais mis dans ma grille. Et je me rends compte en fait qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et qui ont un impact sur moi plus fort que ce que j'avais anticipé en fait. Ouais. Et typiquement le niveau d'énergie OK. et l'un de ces facteurs extrêmement importants, le fait que je me rende compte que le fait qu'on soit pas aligné sur les valeurs, le fameux tout petit caillou là, le petit iceberg avant que ça devienne énorme, que Ouais. j'avais complètement sous-estimé. Mmh. Et là, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Le moment où tu fais pause et où tu regardes en fait la big picture et que tu te dis, mais là, il y a d'autres éléments où il y a un décalage beaucoup trop important. Mmh. Et en plus, ça me bouffe toute mon énergie. Ouais. Donc, ça veut dire que je suis crevée, j'ai moins d'énergie pour mes autres clients, j'ai moins d'énergie pour ma famille, pour mes amis. Donc, voilà, j'ai beaucoup donné, ça m'a beaucoup coûté tout ça, mais enfin, déjà c'est cher payé pour ce que ça rapporte dans la réalité, mais même Ouais. au-delà de ça, c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Et ce que je me rends compte, c'est qu'au début, je voulais aussi tout ça. L'un des facteurs, c'était la visibilité que ça pouvait m'apporter. Mmh. Mais une fois que j'ai vu l'ensemble, j'ai presque plus envie d'être associée à ça. Ouais. J'ai même plus envie d'associer mon image, alors que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais accepté. C'est un des critères importants pour toi et finalement, tu es là: «Non, surtout ne m'associez pas à ça» parce qu'en fait, la visibilité de cette manière-là, finalement, c'est même contre-productif pour toi, en fait. Exactement, OK. exactement. Je trouve Et ça ça a intéressant été des dans points importants. ouais, mais je trouve ça intéressant dans ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent les KPI qu'on va aller regarder, c'est, le chiffre d'affaires, la visibilité, le nombre de personnes, qui nous suivent sur les réseaux et cetera. Et Absolument. en soi, pourquoi pas? Mais, là, toi, les indicateurs dont tu parles, c'est, le niveau d'énergie, les signaux faibles potentiellement que, tu as eu, ou vus au départ et que tu as choisi de laisser sur le côté, voilà. Les Absolument. impacts, famille, amis ou autres clients et c Exact. et quelque part, c'est des critères ou des indicateurs qui et tu le disais, c'est dans ta grille d'analyse, en fait et de lecture, Mmh. qui maintenant font partie de ton prisme de décision et qui sont à prendre en compte, j'ai envie de dire, à au même niveau. C'est-à-dire qu'ils ont pas moins de poids que, du chiffre d'affaires ou de la visibilité. Souvent, on a Exactement. tendance à se dire que le chiffre d'affaires, prend le pas sur tout. Bah, ce que tu dis toi, en l'occurrence, c'est pas ça, quoi. Ouais, mais absolument. En fait, c'est qu'il y a des impacts qui sont court terme parce Mmh. que à part ça, faut pas se mentir. On est entrepreneur, on a quand même besoin de gagner sa vie, on a quand même besoin de payer ses factures, on a quand même besoin et ça, je reviens pas là-dessus. Ouais, La question, c'est toujours, finalement de mettre, tous les éléments dans la balance et c'est de se dire: «Au-delà de ça, qu'est-ce que ça me rapporte ouais. à moi?» Mmh. Mais après, ce que ça sous-entend et ce que ça demande surtout, c'est de se connaître soi et c'est de savoir Ouais, exactement qu'est-ce qu'on veut, en fait? C'est quoi notre définition à nous du succès? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi, en fait, les éléments avec lesquels, les valeurs avec lesquelles, en face, on doit trouver un alignement. mmh, Et je pense que quand on les connaît pas ou quand on les connaît pas assez justement, eh ben, on va s'appuyer beaucoup plus sur des KPIs standards, oui, chiffre d'affaires, et autres et puis on va reléguer au second plan les autres. mmh, Mais d'expérience, maintenant, je peux dire que ça revient toujours à un moment et c le moment où ça revient, en règle générale, tu pas envie. Le moment non, où il revient et il fait mal. Donc ça veut dire que, vaut mieux parfois prendre le temps de faire stop, et puis de faire la démarche de se dire, «OK, pourquoi est-ce qu'en fait, vraiment, je veux faire ça?» sans rentrer dans une introspection de 18 mois ouais, et bien sûr. autres, hein. Mmh, Mais c'est quand même de se poser les questions, de dire: «En fait, moi, je suis actif dans ce domaine-là, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que moi, je vois les choses? mmh, ouais, Comment tout est-ce à fait. que je vois mon impact? Comment est-ce que moi, je veux le faire?» Et tu te poses ces questions-là, finalement, le marketing, il va en découler, bien Mmh, évidemment, mais c'est de se poser ces questions, d'avoir des réponses par rapport à ces questions-là. Et la magie de l'être humain, c'est qu'on est tellement varié qu'il y a autant de réponses que d'êtres humains.
Le but, Ouais, c'est pas d'avoir la même réponse que toi et moi, on n'aura peut-être même pas la même réponse. absolument. Et peut-être même que quand on avance au fur et à mesure de la vie, on n'a pas non plus les mêmes réponses. Ouais, Je peux avoir ça une évolue. manière de voir ça aujourd'hui Mmh. et dans 5 ans, ce sera plus la même chose. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir prendre le temps de pouvoir se poser ces questions-là Mmh. et de les intégrer dans notre grille Ouais. et de les connaître. Et ça veut dire qu'après, quand tu te retrouves face à ce choix, tu as tes KPIs standards parce qu'ils sont toujours là et ils sont toujours importants, mais tu as aussi d'autres KPIs. Mmh. Et ceux-là, ils ont aussi toute leur importance. Et là, tu peux te permettre d'avoir vraiment quelque chose d'aligné avec qui tu es et de pouvoir te dire, ah oui, alors, OK, ça me ramène du chiffre, super. Mais en fait, ça, par rapport, je sais pas, à ma valeur, autonomie ou liberté, c'est beaucoup trop fort. Ça me demande de renoncer à des choses qui sont beaucoup trop essentielles pour moi. Alors, même si ça me rapporte du chiffre, je vais renoncer parce que sur cette valeur-là, je suis pas alignée. Et ça, c'est ce qu'à l'époque, je n'avais pas réussi à faire. Je l'ai appris après. Mmh. Mais c'est vrai que quand tu arrives à te construire finalement cette grille, Mmh. tu arrives à avoir des choix qui sont plus éclairés et des choix avec lesquels tu es beaucoup plus aligné. Et ça n'empêche pas de pouvoir se donner avec passion, avec énergie dans ce que tu fais et de kiffer tout le long du voyage. Carrément, non seulement ça empêche pas, mais je pense que ça aide beaucoup ça et en t'entendant, je me dis: «C'est presque même ça le vrai luxe, en fait». C'est-à-dire d'être tellement en connaissance de la «mission parfaite» entre guillemets en termes de valeurs, de qui on est, de connaître les critères qui vont faire que ça va réussir pour nous et donc pour le client aussi, hein, parce que, quand nous on est, Absolument. en pénurie d'énergie, de temps, et cetera, c'est pas forcément les missions qu'on délivre le mieux non plus. Tout à fait. Ou alors ça nous coûte beaucoup plus que ça devrait. Et donc c'est un vrai luxe, en fait, de réussir à avoir cette grille de lecture et de se dire: «Bah, finalement, moi, je passe au travers du tamis de quels sont les critères qui sont vraiment importants pour moi». Et tu as raison, je pense que ça Mhm. évolue dans la vie aussi et c'est normal, en fait, il y a pas à ce que ce soit figé dans le marbre, pour les 35 prochaines années. Mais par contre, ça veut dire qu'à partir du moment où, la mission, la question, le projet passe au travers de ce tamis, il y a de fortes chances que ce soit un kiff absolu d'aller au bout du projet parce que là, on est vraiment exactement là où on doit être, en fait. Exactement. Et il y a de la place pour tout le monde. Faut s'arrêter de se dire, je dois absolument répondre à ces codes-là parce que sinon il y aura rien pour moi. Absolument pas. Et quand on prend confiance aussi par rapport à ça, quand on prend aussi confiance de qui on est et de l'impact qu'on peut aussi avoir, chacun à notre niveau, là, on commence vraiment à kiffer. Et là, ça devient vraiment cool. Et c'est ce qu'on cherche. Amen. C'est ça, exactement. Dans le parcours, donc là, tu nous expliques, la prise de recul. Comment, du coup, tu te sors de ce mandat, de l'angoisse, au-delà de la prise de recul? C'est-à-dire que tu comprends ce qui est en train de se Ouais, alors passer, ce qui s'est joué et cetera et donc qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait? qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis contractuellement engagée. Donc, je peux pas du jour au lendemain Et au dire moins tu ciao réfléchis Berthe. déjà. Merci, en fait, c'est bon, finalement, j'ai plus envie. Finalement, finalement non. Mmh. Ce n'est absolument pas possible. Par contre, l'avantage d'avoir quand même un contrat, c'est de pouvoir déjà remettre les choses dans le cadre du contrat. Donc, la première chose que je fais, c'est de discuter justement avec mon client et puis de lui rappeler que ben, on a signé un contrat, que ce contrat, le cadre de ce contrat-là, c'est de A jusqu'à D et pas de A jusqu'à M et que du coup, je vais vraiment me limiter à faire les choses de A jusqu'à D. Je vais les faire parfaitement, hein. Je suis professionnelle. Donc, je suis maintenant là-dedans. Je vais pas non plus saboter les choses, mais je vais les faire dans le scope qu'on a défini au départ. Ouais. OK. Donc Et je vais pas en sortir. c'est ça, donc un recentrage un peu pragmatique et factuel, parce que dans ces moments-là, on est quand même sur des émotions en général assez, fortes et denses. Oui, Quand tu me parles de contrat, moi je vois l'inverse des émotions, c'est-à-dire quelque chose de très factuel, de si c'est pas écrit tout sur à le fait. papier, ça n'existe pas. Et donc Mhm. le fait de recentrer et de sortir un peu du tumulte émotionnel aussi qui est en train de se jouer et de dire: «OK, Oui, vous m'avez demandé A, B, C, D, donc A, B, C, D, vous aviez signé pour ça, moi aussi. Tout ce qui sort de ça, bah, du coup, c'est pas sur le contrat. Si c'est pas sur le contrat, ça n'existe pas. Et du coup, ça remet un peu exactement. à la fois du cadre, et du professionnalisme aussi auprès du client en disant: «Ben, finalement, on se tient à ce qu'on s'était dit au départ. On n'est pas en train d'être, hypocrite ou quoi que ce soit. Juste, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire». Et ça te permet, toi, Exactement. de recentrer et d'être sur: «Bon, ben, on va faire le job, mais pas plus que ce qui était prévu au départ». OK?
Exactement. J'ai fait le choix en fait de pas aller sur l'axe émotionnel Ouais. parce que ça aurait débordé. Mmh. Ça aurait débordé, je pense, de part et d'autre, et ça Mmh. se serait mal fini. Parce Ouais. que ne l'oublions pas, c'est quand même une personne qui a une certaine aussi notoriété. Ouais. Donc, il faut quand même aussi avoir du sens dans sa réflexion. Donc, Mmh. je me dis, le meilleur axe que je peux avoir, c'est ce pragmatisme-là, parce que là, il y a rien à redire en fait, ni Ouais, d'une c'est ça. part ni de l'autre. Mmh. C'est juste que je recentre et je remets l'église au milieu du village. Et en OK. faisant ça, je me libère aussi une partie de temps, Ouais. et du coup, je me remets de l'énergie parce que je laisse plus de place à d'autres projets. Je laisse plus de place à d'autres projets qui me nourrissent. Ouais et tu remets ce Donc, projet-là, là où il devrait être, pas plus, quoi? exactement. Mmh. Et puis, je me rappelle aussi que ce projet, il a une date de fin. Oui, aussi. Je regarde aussi. Ouais, Mais ça aide aussi. Ça aurait pas été la même chose c'est clair. si c'était quelque chose qui était en récurrent, Mmh. sans date de fin. Là, je sais qu'il y a une date de fin. Donc, je remets l'église au village sur ce que je dois faire, Mmh. jusqu'à quand. Et pendant cette période-là, je me permets justement de pouvoir enrichir avec d'autres projets qui sont vraiment des projets de cœur. Ouais, Et en OK. fait, je remets un peu de la benzine dans le moteur. OK. Ça te rééquilibre, en fait, en énergie, ça te permet de tenir jusqu'à cette date de fin et c'est vrai, tu as raison, quand il y a la date de fin, c'est un peu comme les vacances, hein. Quand on sait quand on va être en vacances, on se dit: «Ah là là, j'aurais pas tenu une semaine de plus», mais si, en fait, c'est juste que tu savais que c'était cette date-là et que psychologiquement, tu sais que c'est à cette date-là, que là, en l'occurrence, ton contrat s'arrête. Donc ça, c'est ultra important parce que ça permet une projection, de se dire: Exactement. «C'est pas pour toute la vie, en fait. Là, c'est chiant, je suis dans le tumulte et c'est pas hyper, confortable, mais ça va s'arrêter». Donc je pense qu'en effet, c'est un point Ouais. hyper important et le fait de pouvoir, libérer de l'espace et donc d'avoir des clients qui viennent rééquilibrer ou des projets ou peu importe ce qu'il y a autour, mais qui Mhm. viennent rééquilibrer ce qui est en train de te pomper, je trouve ça hyper intéressant aussi, Ouais. parce que, ouais, ça fait remonter la jauge. Peu importe, quelle que soit la jauge en fait, que ce soit de temps, d'énergie, voilà, c'est toi qui l'as identifié. Ouais. Mais en tout cas, ça fait remonter la jauge et ça te permet aussi de passer à travers ça. Et je trouve ça intéressant quand on est dans des phases inconfortables de se dire: «Ben, en fait, c'est quoi la jauge là que je dois remplir là maintenant tout de suite et qui va me permettre de Mhm. passer à travers ce moment pas cool?» Parce que les moments pas cool, il y en a et les éviter, on peut pas forcément et c'est pas forcément non plus toujours, Absolument. top d'être dans le contrôle dans l'absolu et de se dire: «Ah non, non, Mhm. moi, il se passe jamais rien de pas cool dans ma vie». Si vous y arrivez, ça m'intrigue d'ailleurs, donc parlons-en. Mais je trouve ça intéressant en fait cette lecture de, quelle jauge je dois faire remonter pour que j'arrive à passer à travers ça. Exactement. Et puis, du moment que tu as réussi à déterminer ça et à le suivre Mmh. au fur et à mesure du temps, tu te rends compte bah, que ta jauge, tu as réussi à l'augmenter par d'autres choses. Mmh. Et ça te permet aussi de relativiser un petit Ouais. peu plus cette partie qui te Mmh. pompait énormément d'énergie. Mmh. Donc tu relativises parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas que ce client-là, qu'il y en a d'autres qui t'apportent aussi beaucoup. Mmh. Et puis tu arrives même par rapport à certains livrables que tu dois faire, tu vas orienter les choses autrement, ton état d'esprit change. Ouais. Et ça c'est vraiment bénéfique. Mmh. Tout à fait. OK. Donc tu discutes, tu remets, l'église au milieu du village, avec le client. Comment il perçoit ça lui? Parce que toi, on sait que ça te fait du bien, mais lui, il perçoit ça comment? Ah, lui, au début, il est pas super content parce que quand tu as signé pour quelqu'un qui fait de A jusqu'à D, mais qui fait de A jusqu'à M, ben, tu te dis, bah, tant C'est tout mieux, bénef hein, en tant que client, c'est pas ouf, c'est d'un tout point de vue bénef. éthique pour le coup, mais c'est tout bénef, OK. Mais ça marche, hein. Donc, il y a quand même un petit côté qui est là, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Enfin, voilà, il y a des questionnements, OK. mais est-ce que ça va pas? Mais est-ce que, puis là, tu restes pro, puis bah, tu lui expliques qu'effectivement, tu d'autres mandats aussi, tu as d'autres choses sur lesquelles, tu travailles, tu pas, à 100% sur ce projet, que tu dois dégager du temps aussi pour d'autres choses. Mmh. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive toujours avec des solutions. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a aussi le côté, bon, finalement, comme j'ai recentré, il comprend que de E jusqu'à M, ce sera pas moi, Ouais. mais du coup, je lui amène des pistes. OK. Qu'est-ce qui peut se passer pour gérer ce E jusqu'à M? Pour pas non OK. plus que je le laisse avec une Ouais. En problématique au disant, disant, bah, «Moi, je le écoute, ferai pas et voilà, après, c'est pas mon problème de qui va le faire, quoi». OK. après moi le déluge, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je lui apporte quand même des solutions, en disant, bah voilà,
Voilà ce qu'on peut faire, voilà une partie que vous pouvez aussi gérer et internaliser, voilà peut-être d'autres profils qui peuvent compléter uniquement sur cette partie-là, sur la durée du mandat. Je viens avec une palette en fait Ouais, de solutions et ça rassure. ouais, Et clairement. ça rassure parce que et puis ça montre aussi le côté pro de dire je recentre, mais j'ai des solutions là qui sont prêtes et qu'on peut mettre en place ensemble. J'adore ça. Pour moi, ça va, en fait, on entend souvent ce truc de client roi et cetera. Moi, je l'ai vécu avec, un de mes clients quand, j'étais salariée, que j'avais des grands comptes. On peut pas citer son nom, mais, un client du e-commerce, mondial. Il y a un sourire, sur son logo. Et Ok. j'étais un peu en mode, «Mon Dieu, est-ce qu'on peut dire, que c'est pas possible?» et cetera. Et j'ai eu la chance d'être avec des gens à ce moment-là qui avaient plus d'expérience que moi et qui me disaient: «Mais bien sûr, c'est pas parce que c'est un client que tu peux pas, challenger ou dire: "Bah, non, en fait, là, ce que vous demandez, c'est pas possible." Mais on peut arriver à, ou quels sont vos vrais besoins, on en discute ensemble et on peut Mhm, vous proposer, si on fait A, voilà comment on pourrait le faire, voilà ce que ça vous apporterait. Si on fait B, voilà ce qu'on propose et cetera. Et j'avoue que moi, j'étais hyper frileuse à ça parce que j'avais été, j'avais grandi dans un truc de le client est roi et du coup, surtout, on ne dit rien au client. mhm, On se met carpette et on fait tout ce que le client demande. Et je me rends compte maintenant que je suis à mon compte que, ces expériences-là avec, quand même des clients qui sont juste des mastodontes, hein, m'ont vraiment apporté ça, ce que tu dis, en fait, de dire, ben, tu viens avec des solutions en disant, en fait, on va recadrer. Nous, on s'était dit qu'on allait de A à D, donc, on va de A à D. Et au-delà, en effet, ben, c'est pas moi qui vais le faire. Par contre, la solution, ça peut être ça. Ça peut être fait de cette manière-là, avec cette personne-là, et cetera. Et je trouve ça hyper intéressant parce que j'entends souvent des entrepreneurs notamment, pas que, mais notamment, qui osent pas en fait, dire ça aux clients. Or, je mhm. pense que ça fait partie de l'expertise et du professionnalisme que les clients viennent chercher. Je pense pas qu'un Absolument. client, vient chercher quelqu'un qui lui dise tout le temps oui et amen à tout. Je pense qu'il a besoin de quelqu'un qui va aussi challenger ses idées en disant: «Bah, si tu es expert d'un domaine, dis-moi comment est-ce que je devrais le faire? Peut-être que mon idée initiale, et que moi je m'étais dit: "C'est absolument comme ça que je dois le faire en tant que client"». Si toi tu as une expertise, peut-être que tu as 4 ou 5 autres propositions et que là-dedans, il y a des trucs qui, vont me satisfaire en tant que client, peut-être même plus que mon idée initiale, mais juste parlons-en, en fait. Et donc je trouve ça ultra, ultra important, ce truc d'arriver avec des solutions et de dire à la fin, c'est vous qui allez choisir, potentiellement parce que vous êtes le client. Moi, mon rôle d'experte, c'est de venir vous dire: «Il y a l'option A, voilà ce que ça vous apporte, voilà les plus et les moins quelque part. L'option B, voilà les Mhm. plus et les moins. Ensuite, vous prenez votre décision, mais moi, je vous ai donné un éclairage total sur la situation». Absolument. Et je trouve que c'est tellement Absolument. important Et que cette approche, c'est crucial, en fait. tout à fait. Et tu as complètement raison de dire que malheureusement, on a beaucoup baigné dans le client est roi. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas lui rendre service. Mmh. Et après, on expérimente chacun à sa manière, hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir au cas qui nous occupe, eh ben, moi, je l'ai senti aussi soulagé, ce client. Parce qu'au final, je lui ai apporté un éclairage que soit soit il n'avait pas vu. Mmh. Et puis, de qu'il puisse se dire, OK, il y a une autre manière il y a une autre manière de faire. Il y a une autre manière de faire et c'est possible et ça peut marcher. Je suis pas tout de suite revenue sur le fait que nos valeurs étaient pas forcément alignées. J'ai attendu la fin du mandat pour ça, Mmh. mais mais c'est vrai que de ne pas dire oui amen à tout parce que tu as peur de perdre ton mandat ou quoi, Mmh. mais de pouvoir justement apporter cette expertise et pouvoir lui dire c'est pour ça qu'il vient te chercher, c'est pour que tu puisses lui dire justement bah là là on arrive à une limite, mais de cette manière professionnelle de dire Mmh. voilà les manières dont on peut résoudre la situation et d'arriver de manière constructive et pragmatique par rapport à ça. C'est win-win Ouais, pour c'est ça. toi Tout le monde en et pour sort ton grandi, en client. fait, clairement. Clairement. Absolument. Mmh. Très clair, merci beaucoup. Tu nous l'as dit un peu au fil de l'eau, mais peut-être en synthèse, si quelqu'un s'apprêtait à faire la même boulette que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais que son instinct a aussi de la place dans le process de décision. Mmh. Je lui dirais de regarder la big picture et de ne pas se limiter à des critères de décision classiques, Mmh. mais de regarder les critères de décision dans l'ensemble et de pouvoir se créer finalement cette grille et de pouvoir prendre sa décision par rapport à ça, parce que je trouve que c'est la meilleure des manières. On le voit aujourd'hui avec des outils qui te permettent de faire
ton étoile personnelle de ton équilibre en disant combien tu te donnes sur la vie perso, combien tu te donnes, enfin voilà, sur tous ces professionnels, les amis, le sport, enfin bref. Et puis tu fais ta petite étoile et puis tu te rends compte de là où il y a des carences. Et puis là, tu te dis, aïe. Tu vois le gros Et ben de trou et la tu même fais: manière, «Ouah, ça pique!» exactement. Et ben tu peux faire le même exercice pour ça. Mmh. En prenant justement des éléments qui sont des éléments business, oui, mais des éléments qui ne sont pas aussi business, des éléments qui sont personnels, qui sont propres à toi, et à l'impact aussi que ça peut avoir sur toi, sur les autres, et refaire finalement le dessin de cette petite étoile pour te dire, aïe, en fait, si je vais aller là, je vais vraiment devoir renoncer énormément sur le point personnel, et puis après de se poser la question de faire la balance. Ok, sur le KPI chiffre d'affaires, j'arrive à 10. Mais sur le KPI liberté, autonomie, je suis à 2. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Mmh. Après, c'est libre à soi de prendre les décisions qui s'imposent, hein. Ouais. Mais je le dis toujours, c'est important de l'avoir avec tous les éléments en fait en connaissance de cause qu'on a devant soi Mmh. pour se dire, OK, je prends ma décision, mais je prends ma décision en connaissance de cause. C'est ça. Éclairé, factuel aussi, même s'il y a de l'intuition dedans, hein, c'est quand même, factuel. Le fait de pas le Absolument. sentir, et de se dire, «Mon autonomie va être grandement, impactée». Si l'autonomie, c'est quelque chose d'important pour moi pour fonctionner, ben, forcément, c'est factuel. Le fait que de travailler avec ce client, je vais avoir peu d'autonomie et donc ça va être compliqué pour moi. Donc j'aime bien ce que tu dis. En fait, il y a à la fois prendre le recul et poser les choses, les factualiser et ensuite décider en conséquence. Ça veut pas tout le temps dire que, on va prendre la décision la plus confortable. Parfois, on va se dire: «Bon, ben, je sens que ça va Absolument. être compliqué en termes de valeur, sur mes critères et tout, mais bon, j'ai besoin du chiffre», parce qu'on entend souvent ça, hein: «Je suis en démarrage, donc je suis obligée de prendre ce client. Il faut que, je signe ces premiers clients» et cetera. Ouais. Mais en tout cas, en connaissance de cause. Et après, eh ben, en tirer les conclusions, qui voilà, qui s'imposent, mais Exactement. Il il faut y s'impose aller et puis en sachant. d'assumer finalement. Ouais, c'est ça. Et puis finalement d'assumer la chose. Mais petit spoiler, quand tu prends le client justement parce que c'est bon pour le chiffre, Mmh. il y a intérêt pour toi que la mission soit pas trop longue. Parce que sinon tu vas quand même payer ailleurs. Tu Ouais. finis quand même par payer ailleurs, même si tu t'en rends peut-être pas forcément compte justement dès le début parce que t'as pas forcément analysé avec tous les éléments dans la grille. Je Mmh. sais que c'est facile à dire. J'ai aussi été là. Je sais vraiment ce que c'est. Mais après, il y a quand même un prix. Il y a un prix pour tout. Il y a aussi un prix pour ça. Et Ouais. il faut savoir si on est prêt à le payer. C'est un très bon point. Peut-être que d'ailleurs quelque chose d'intermédiaire, si on n'est pas prêt tout de suite à lâcher sur ce genre de mission, c'est de se dire, quand j'ai un gros doute et que mon intuition me met des gros warnings, peut-être que c'est ça, c'est mettre une date de fin pour se dire, «Au Exactement. pire, j'y vais, mais je sais que ça durera pas si longtemps que ça» et donc si ça m'entame, Exact. ce sera pas trop non plus ou sans date de fin et peut-être que c'est un point intermédiaire aussi. Absolument. Absolument. De pouvoir mettre la date de fin et de pouvoir encore mieux mettre les critères, en fait, et les contraintes, et les Mmh. limites du projet. Ouais. De pouvoir encore moins finalement laisser place à de l'agilité comme on nous demande tous de l'avoir aujourd'hui, Mmh. mais de vraiment dire ben ça va aller de là jusqu'à là, Mmh. et pas plus loin, et de contenir en fait tout ça dans une boîte. Ben ça peut aussi aider à ce que ça fasse un peu moins mal, hein, et que les effets soient pas trop importants aussi sur soi. Mais dès qu'on peut, et souvent c'est plus vite que ce qu'on croit, dès qu'on peut, il faut travailler sur cet alignement-là. Parce que franchement, on est mieux sur tous les plans. On est mieux sur le plan privé, on est mieux sur le plan perso, on est mieux sur le plan pro, et on dure plus longtemps. Mmh. On dure plus longtemps. Donc c'est tout bénef. Merci beaucoup pour cette synthèse. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Liliane sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, tu peux partager ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, peu importe, partage-le. Si tu as connu un fail et que tu veux venir le partager, tu peux aussi tout à fait postuler parce que c'est possible dans cette saison de Tuba. Merci beaucoup Liliane d'être venue au micro de Tuba et d'avoir détaillé ce par quoi tu étais passée et surtout comment faire pour faire un peu différemment. Mais merci à toi de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé aussi l'espace de partage pour pouvoir parler de ces sujets-là. Comme on l'a dit au début, c'est extrêmement, je pense, important de voir tous les aspects de la chose. Mm. Et si ça peut aider des entrepreneurs qui se lancent, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.